mines en Alaska sont-ils sur le point d'être renvoyés aux oubliettes ? Beaucoup d'éléments laissaient à penser qu'une issue semblait être sur le point d'être trouvée, avec notamment cette image montrant une carte détaillée du front ukrainien dans le bureau ovale, tandis que Trump recevait le président ukrainien et les dirigeants européens. On aurait pu croire que les échanges et concessions territoriales étaient au cœur des discussions et permettraient de trouver un terrain d'entente entre Kiev et Moscou. Pendant ce temps, les combats et les bombardements sur le front ukrainien ne cessaient pas, avec quelques succès de terrain et une percée pour les Russes, rappelant ainsi la détermination de la partie russe à ne pas cesser les hostilités tant qu'un accord n'aurait pas été trouvé. Mais assez rapidement, il est apparu que cet accord ne serait pas sur le point d'être trouvé, la partie ukrainienne ne semblant pas désireuse d'effectuer des concessions territoriales. Il est vrai que d'un point de vue légal, de telles concessions nécessiteraient un processus législatif et référendaire long, complexe et terriblement périlleux au sein même de la politique intérieure ukrainienne. Et toute concession d'une telle nature de la part du président ukrainien pourrait très rapidement amener à un coup d'État ou des désordres générés par des groupes paramilitaires rappelant les corps francs de l'Allemagne d'après 1918. Dès lors, la guerre semble avoir repris ses droits avec toute son intensité, puisque les Russes ont sévèrement bombardé le territoire ukrainien ces derniers jours, y compris à la frontière ouest de l'Ukraine, à Moukatchevo, en détruisant une usine située à proximité des frontières de la Hongrie et de la Slovaquie, fait suffisamment rare pour être souligné. Pendant ce temps, l'Ukraine a visé plusieurs raffineries en Russie, parfois à plusieurs milliers de kilomètres de Kiev, et a également bombardé l'oléoduc Droujba qui relie la Russie à la Slovaquie et la Hongrie via l'Ukraine. Ce bombardement de l'oléoduc Droujba a provoqué la colère de Budapest et de Bratislava, qui sont dépendants de cet oléoduc pour leur alimentation en pétrole brut. Le gouvernement hongrois a rappelé que la Hongrie fournit de l'électricité et de l'essence raffinée à l'Ukraine. Et Viktor Orban s'est plaint de ce nouveau bombardement auprès du président américain Donald Trump, qui a fait savoir à son homologue hongrois qu'il était très fâché de cette situation. Mais en parallèle de cela, la presse a révélé que Donald Trump s'efforçait de mettre la pression sur Viktor Orban afin que ce dernier ne bloque pas le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. En effet, en dépit de l'amitié qui unit les dirigeants américains et hongrois, leurs intérêts sur ce sujet sont profondément divergents, étant donné que les États-Unis s'efforcent de saigner l'Europe, d'une part en leur imposant des droits de douane, des commandes énergétiques gargantuesques et des investissements massifs sur le sol américain, et d'autre part en leur laissant le soin de payer l'ardoise de la reconstruction de l'Ukraine, après que les États-Unis aient depuis 1991 entrepris tout ce qu'ils pouvaient pour détacher l'Ukraine de la Russie, ce qui est l'une des causes profondes du conflit actuel. Et pour la fête de l'indépendance de l'Ukraine, qui a eu lieu ce dimanche 24 août, une cérémonie a été organisée à Kiev en présence du Premier ministre canadien et d'un émissaire américain. La tonalité de l'événement laissait clairement penser que l'on ne se rapproche pas d'une sortie de conflit. D'ailleurs, le même jour, l'armée ukrainienne affirmait avoir repris 3 villages dans le Donbass. Un succès symbolique qui ne devrait probablement pas changer la donne sur le front, mais clarifie les velléités de Kiev, alors que la partie russe exige pour la cessation des combats que Kiev se retire de l'intégralité du Donbass. En parallèle de cela, des images officielles du régime nord-coréen ont montré une cérémonie durant laquelle le leader nord-coréen Kim Jong-un a décoré les soldats coréens ayant combattu dans le conflit russo-ukrainien. Une révélation officielle qui tombe à pic pour Moscou pour rappeler que le pays n'est pas isolé dans son effort de guerre. Précisons également que de nombreux médias mainstream ont relayé, soit par ignorance, soit par malveillance, l'information selon laquelle les soldats nord-coréens seraient intervenus en Ukraine. Or, en réalité, les soldats nord-coréens n'ont été déployés et n'ont combattu que dans la région de Koursk, qui fait partie des frontières internationalement reconnues de la Russie et dans lequel les forces armées ukrainiennes avaient effectué une percée modeste mais spectaculaire lors de l'été 2024. En clair, tous les éléments semblent être réunis pour une poursuite dans la durée du conflit russo-ukrainien, les tentatives de Donald Trump ayant pour le moment tout échoué. Armer l'Europe sans l'avis du Parlement, c'est un peu ce qu'a fait la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. Elle doit désormais faire face au Parlement qui a saisi la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, le 20 août pour contester l'adoption du programme Security Action for Europe, dit SAFE, un pilier du plan Rearm Europe, réarmer l'Europe, en raison de l'utilisation controversée de l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'UE par la Commission européenne. Ce recours, qualifié de 49.3 européen, a permis à Ursula von der Leyen de contourner le Parlement lors de l'élaboration et de l'adoption de ce programme de près de 150 milliards d'euros destiné à financer des achats communs d'équipements militaires.
Rearm Europe ou Readiness 2030 ambitionne de mobiliser 800 milliards d'euros pour renforcer les capacités de défense de l'UE face aux menaces géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine et l'incertitude autour du soutien américain à l'OTAN. Évidemment, le Parlement ne conteste pas l'objectif du CEF et le soutient même pleinement, mais dénonce une atteinte à la légitimité démocratique. Les eurodéputés affirment également que le recours à l'article 122, utilisé précédemment lors de l'achat de vaccins Pfizer pendant la pandémie de Covid-19, est incorrect et inutile. Cette procédure, qui écarte le Parlement du processus décisionnel, avait ainsi déjà suscité des critiques lors du Pfizergate, où des négociations opaques entre von der Leyen et le PDG de Pfizer avaient conduit à une condamnation par le tribunal de l'UE pour manque de transparence. Ce précédent renforce la détermination du Parlement à ne plus tolérer les décisions unilatérales de la Commission. La présidente du Parlement, Roberta Metsola, avait averti dès mai 2025 que l'institution pourrait engager une action judiciaire si la Commission persistait à marginaliser les élus. Malgré les justifications de von der Leyen qui évoquent une urgence justifiée face à une détérioration grave du contexte sécuritaire, les eurodéputés, soutenus par un vote quasi unanime de la Commission des affaires juridiques, ont mis leurs menaces à exécution. Le recours déposé vise à annuler le règlement CEF pour insuffisance de base juridique, tout en demandant le maintien de ses effets jusqu'à l'adoption d'un texte révisé. Le CEF, qui s'inscrit dans une stratégie visant à réduire la dépendance de l'UE à l'égard de partenaires extérieurs, suscite un vif intérêt. 20 États membres, dont la France, la Pologne et la Lituanie, ont manifesté leur intention de contracter des prêts pour un montant estimé à au moins 127 milliards d'euros. Le programme se distingue par son ouverture aux pays tiers, comme le Royaume-Uni ou le Canada, via des accords bilatéraux, tout en imposant des critères stricts, tels qu'un minimum de 65% de composantes européennes pour les équipements financés. Au-delà des questions que peut susciter la nature même du CEF, le conflit entre le Parlement et la Commission révèle des tensions profondes au sein des institutions européennes. En contournant les élus une nouvelle fois, Ursula von der Leyen alimente les critiques sur le déficit démocratique de l'UE et sa dérive. La décision de la CJUE pourrait marquer un coup d'arrêt à la présidente de la Commission et définir les limites de l'article 122 ainsi que le rôle du Parlement dans les décisions stratégiques.